C'est une fois par an, et c'est maintenant, les investissements en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Alors les étoiles, vous le savez maintenant puisque vous êtes actionnaire, certainement depuis un bon moment pour beaucoup d'entre vous. Et donc les étoiles, ce sont les innovations dans lesquelles nous avons collectivement investi via Team for the Planet. Et donc depuis 2 ans, vous avez cette nouvelle possibilité qui est d'investir directement dans une ou plusieurs étoiles de votre choix. Tous les ans, on va vous permettre d'ouvrir comme ça le capital et de faire en sorte que vous puissiez devenir investisseur spécifiquement dans une ou plusieurs étoiles. Alors pourquoi on fait ça ? Parce que les étoiles, au fur et à mesure qu'elles se développent, ont de nouveaux besoins de financement. Et quand elles atteignent un certain stade de développement, eh bien, en général, elles peuvent commencer à s'adresser aux investisseurs du type fonds d'investissement, les investisseurs financiers. Mais nous, on s'est dit que ce serait bien de vous proposer, à vous, actionnaires Team for the Planet, une exclusivité parce que vous nous avez suivis depuis le départ. C'est grâce à vous que tout ça est possible. Et donc, vous avez cette possibilité qui maintenant ne vous est ouverte qu'à vous. Et ce qui est complètement fou, c'est que désormais, nous arrivons à rassembler plusieurs millions d'euros par an exclusivement avec les actionnaires de Team for the Planet pour pouvoir comme ça créer une nouvelle possibilité d'investissement. Cette année, nous avons donc 3 innovations qui sont ouvertes à l'investissement. Et donc, le live d'aujourd'hui sera découpé en 3 parties, plus une. Alors, pourquoi 3 parties plus une ? Parce qu'il y a aussi un point important, c'est que nous ne pouvons pas nous-mêmes opérer l'investissement. Ça veut dire quoi, opérer l'investissement ? Il ne s'agit pas, je vous le dis tout de suite, d'ouvrir le corps de qui que ce soit. Il s'agit simplement de faire en sorte que l'argent qui est chez vous arrive jusqu'à la participation, c'est-à-dire l'étoile. Pour ça, nous avons besoin d'un partenaire. Ce partenaire s'appelle Kinest et ça tombe bien. Je suis avec Ronan. Ronan, cofondateur de Kinest, je te propose de te présenter. Merci beaucoup Mehdi et ravi d'être là du coup pour cette nouvelle année d'investissement en direct dans les étoiles de Team for the Planet. Donc moi je suis Ronan Labruni, cofondateur et directeur général de Kinest. Et Kinest, pour vous dire en quelques mots du coup ce qu'on fait, on est un club d'investissement qui est dédié à la transition énergétique, au climat et à faire devenir un monde plus soutenable. Et c'est tout naturellement qu'on a commencé à travailler avec Team for the Planet il y a maintenant quelques temps. Ça s'est matérialisé en 2025 avec déjà 4 levées de fonds qu'on a opérées ensemble, en partenariat, et très heureux aujourd'hui de pouvoir, en 2026, du coup, lancer ces 3 nouvelles levées ensemble. Alors Ronan va nous accompagner tout au long de ce live pour pouvoir répondre aux questions spécifiques, purement financières, qui sont liées vraiment à la levée des fonds. Et donc, ce sera toi qui investira. Très probablement, mais qui surtout interviendra sur ces sujets tout au long de ce live. Nous allons passer maintenant à une start-up qui nous fait manger du chocolat, mais sans la culpabilité environnementale. Il reste quand même malgré tout la culpabilité liée à la graisse. Ça, malheureusement, ça reste quand même encore du chocolat, mais ils ne font pas que du chocolat. Et c'est là que ça devient intéressant. Nous allons donc pouvoir maintenant passer à GreenSpot Technologies. Je vous laisse avec la vidéo de présentation et juste après, j'accueille Nina et Benoît. 30% of all food produced is not valued, and we see that as an opportunity. Every year, the agri-food industry produces more than 100 million tons of side streams, and this is left unused for the lack of good technology. What if we could double the value of everything that's produced without planting an extra hectare? In GreenSpot, we turn the side streams into nutritious, functional, and sustainable ingredients. And today, we invite you to become a shareholder in this revolution. Our process, solid-state fermentation, is unique at this scale in Europe. Low water consumption, competitive industrial costs, and the ability to use a wide range of raw materials, local raw materials. Fermentation reveals what nature already created. GreenSpot gives the value of these resources back with our range of ingredients Milatea. Based on French fava husks, we reinvent chocolate. Minus 80% CO2 footprint, minus 25% of sugar compared to the market standards, and full support for regenerative agriculture. We are supported by the AIC Accelerator, France 2030, and we are finalists at Earthshot Prize. On the ground, very passionate chefs like Jean-Guillaume Poupin and small SMEs like Siba are already using our products. Milatea is an opportunity for us to transform the cocoa and chocolate market.
It's a 50 billion euros market in Europe alone. It's under an intense pressure. It's highly volatile, it depends on tropical imports, and it has a heavy CO2 footprint. Whenever the industry is limited by their dependence on specific ingredients, GreenSpot offers a local, highly performing and sustainable alternative. Cocoa was just the beginning. Now we need you for what comes next. The funds we are raising are to support our commercial growth through hiring and our rollout beyond France. GreenSpot is a team of scientists, engineers and entrepreneurs united with one mission: to make better food for the people and for the planet. So join us and together let's turn waste into value to feed a better future. Vous vous demandez certainement pourquoi cette vidéo est en partie en anglais. Eh bien, c'est parce que Nina n'est pas française, donc je vais la laisser se présenter. Alors, elle comprend le français, mais ne le parle pas encore parfaitement. Elle le parle beaucoup mieux qu'est-ce qu'elle ne le dit, mais je vais quand même tenter cette cascade de vous traduire ce qui sera dit en anglais, en français, à ne surtout pas reproduire chez vous. Nina, je te laisse te présenter, puis après ce sera Benoît. Bonjour, je m'appelle Nina Granucci, je suis la cofondatrice et présidente de GreenSpot Technologies. Et je suis brésilienne, j'ai fait mon doctorat à Nouvelle-Zélande et j'ai arrivé en France fin 2019. Et je ne sens pas à l'aise de parler en français, donc je change pour anglais pour les questions. Merci. Benoît. Donc Benoît Dossaro, moi je m'occupe de la partie technique chez GreenSpot Technologies, que j'ai rejoint il y a maintenant un peu plus de 6 ans ou bientôt 6 ans, je ne sais plus. Donc je m'occupe de la partie industrialisation et R&D, donc développement des nouveaux produits, de nouveaux ingrédients, de nouveaux candidats et surtout la mise en production avant la vente de ces produits. Merci. Donc la première question, quelle épine du pied vous retirez à vos clients? Très question que je ne traduis pas en anglais, évidemment, mais la réponse va venir par contre en anglais. So I think we solve different problems in the value chain that we are. The first one is the byproducts that are produced in the first and second transformation of different products that are produced by the industry. And in the second moment, the other problem that we solve is about the dependence of ingredients that are volatile in terms of price, in terms of amounts that are available in the market, that are also constrained in terms of they are constraints to a region. And for the industrial to provide you the products like you are used to, they need to guarantee that there is the supply of the ingredients and with a price position that makes sense in food. So we solve different products of the value chain. Bon, c'était beaucoup trop long pour que je puisse vous le refaire en entier, mais ce que je peux vous dire, c'est que le principal problème que Nina a mentionné, c'est qu'il y a une forte dépendance des industriels de l'agroalimentaire sur le fait que les produits qu'ils utilisent pour fabriquer les aliments soient en fait disponibles. C'est pas si simple que ça, c'est une chaîne très compliquée. Et il y a une question de disponibilité physique, qu'il y ait la matière, mais aussi le prix. Parce que vous pouvez avoir des variations énormes. Et si vous, à la fin, vous achetez quasiment tout le temps votre chocolat au même prix, le problème, c'est que eux, par contre, peuvent acheter le cacao, par exemple, vraiment très très cher d'un coup, sans raison particulière. Et que donc, en faisant en sorte que ce ne soit pas du cacao, mais un produit totalement décarboné ou presque totalement décarboné qui est fabriqué ici, on fait en sorte que ça va sécuriser les concepteurs industriels. Et ça, c'est un point très important parce que ce qui empêche souvent la décarbonation, c'est le côté ça va être plus cher. Et là, on arrive à faire en sorte que justement, ce soit moins cher et plus fiable. Deuxième question, comment est-ce que vous décarbonez ? Concrètement, parce que ce qu'aujourd'hui on a ciblé, donc le cacao notamment, est un ingrédient qui a un très fort impact carbone, aux alentours de, ça dépend des sources, mais entre 15 et 20 kg équivalent CO2 par kilogramme d'ingrédient. Et que ce que l'on utilise pour le remplacer, c'est un ingrédient qui a un très faible impact carbone. Par son origine, comme le disait Nina, par le fait que ça soit un ingrédient agricole français en l'occurrence, ou européen si on le souhaite. Par sa nature aussi, on travaille une légumineuse en l'occurrence, donc qui a un impact aussi régénératif, qui rend des services agronomiques. Et par notre process. On est spécialisé en fermentation en milieu solide. Et un des enjeux de cette fermentation en milieu solide, c'est clairement de limiter l'impact carbone de la transformation.
Donc, même si on a une équipe internationale, il s'agit bien d'une société française qui est implantée à Toulouse et Carpentras étant l'endroit où on produit avec l'usine. Une usine vraiment impressionnante, parce que très très bien pensée, donc ça on y reviendra peut-être dans les questions. Il y a quelques questions qui commencent déjà à arriver, mais bien évidemment avant, nous allons avoir la vidéo technique. C'est parti. What GreenSpot does is actually producing ingredients that's better for the planet and better for the people. So if we talk a little bit about the process, we do a solid state fermentation, which is equivalent to bread making or cheese. Initially, we select the raw material, we qualify our providers to have enough availability and to have the quality and safety standards. We also select the microorganism that will do the transformation of these raw materials, and then we put this in contact with the raw material inside our bioreactors. When the microorganism grows, it breaks down a few compounds, it builds other compounds, and that's how it transforms the raw materials. Ici, on est dans le laboratoire de microbiologie. Pour commencer, on coule des boîtes de pétri, le milieu qui nous permet de faire pousser le champignon. Une fois que le champignon est poussé, il ressemble à ça. On le récupère afin de le mettre en milieu liquide pour préparer l'inoculum, grosso modo de l'eau avec les spores de champignons à l'intérieur. Cet inoculum, on le coule dans les boîtes avec notre produit, c'est ce qui le rend apte à la consommation. La fermentation, c'est une techno qui est maîtrisée depuis des millénaires, c'est des méthodes très traditionnelles. Par contre, sur la fermentation en milieu solide, ce sont des technos qui sont connus mais qui aujourd'hui sont assez peu maîtrisés à l'échelle industrielle. La différence, ça va être la quantité d'eau. Si on devait faire le même ingrédient sur une base liquide, il faudrait qu'on travaille entre 90 et 95% d'eau. Aujourd'hui, en fermentation en milieu solide, on est capable de travailler entre 40 et 60% d'humidité. Donc c'est autant de matière à processer en moins, à évaporer en moins. Quand on aura réceptionné l'ensemble des équipements, on sera capable à peu près de sortir entre 100 et 150 tonnes d'ingrédients séchés par an. Today we are working with fava bean husks. That's our main material that comes from the regenerative agriculture. At the beginning we have the very bad aftertaste, so this green taste. And the fermentation actually will create other flavors. It gives a warm note that reminds us of cocoa. And we produce at the end an ingredient that it's a cocoa extender. GreenSpot Technologies a lancé la marque Milatea pour ses produits fin 2025. C'est une marque qui s'adresse à la pâtisserie, la boulangerie artisanale et industrielle. On va retrouver des pépites de chocolat, des fourrages comme on peut retrouver dans l'univers du chocolat, des pâtes à tartiner et aussi des poudres. Et ces produits-là valorisent des filières agricoles françaises, durables, puisqu'on travaille la févrole, une légumineuse vraiment pertinente pour la culture aujourd'hui. Elle est utilisée en rotation de culture. Elle permet de réazoter les sols, d'utiliser peu d'intrants. L'ambition, c'est tout simplement de transférer un flux de matière sur lequel aujourd'hui on est vulnérable, parce que très spécifique à un climat, à des pratiques notamment qui engendrent pas mal de déforestation sur des flux qui sont locaux, qui rendent des services écosystémiques. À date, le cacao est évalué à 16 kg équivalent CO2 par kilogramme de cacao. Et la solution GreenSpot, on estime qu'on sera inférieur à 1 kg d'équivalent CO2 par kilogramme d'ingrédients. En termes de prix, l'objectif est complètement comparable, potentiellement même moins cher. The most important part is that there is no compromise on the taste. It's delicious. For me, the future of food is about no compromise between sustainability, profit, people. You need to have a food that's better for the people, better for the planet. It's still profitable for the industry to be able to maintain it. And I think fermentation is one of the main technologies to be able to produce that at scale, sustainably, and also cost efficiently. Bon, vous l'aurez compris, le point commun entre Midi-Pile et GreenSpot, c'est qu'il faut appuyer sur le champignon. Mais au-delà de ça, il est important de comprendre les détails de ce que ça signifie à la fois pour la santé humaine, comment ça se passe vraiment dans le pratico-pratique, parce qu'on parle quand même de quelque chose qu'on va manger. Et donc, il y a pas mal de questions qui viennent là-dessus. Donc, on va démarrer directement par ces questions qui reviennent assez souvent. Nous, on a proposé toute une gamme de chocolats à notre communauté. Donc, on en a quand même déjà beaucoup qui en ont mangé. Les retours sont excellents, mais on veut tout savoir. Donc, première chose, est-ce que déjà en termes de goût, il y a eu des études indépendantes qui montrent que c'est vraiment la même chose qu'un chocolat qu'on voudrait imiter?
we had external panels on the chocolate. For some of them, there was no, I mean, they didn't recognize what was the real chocolate in our product. But I think what's important to say that we are not here to replace completely chocolate. That's not our main goal. I think the idea is really to be an ingredient to sustain what the good chocolate that's to be produced and to be used in recipes. So our ingredient is like what we call a cocoa extender. So the idea is to use as a partial replacement, where you can keep all the flavor of cocoa, all the color, and improve with the nutrition aspect that our product has in fiber. On va déjà traduire cette partie-là. Donc, il y a bien des études quand même qui ont été faites et qui montrent qu'à l'aveugle, on ne peut pas vraiment deviner qu'est-ce qui est Green Spot et qu'est-ce qui est du cacao. Mais au-delà de ça, l'important, c'est vraiment de comprendre que le but, c'est pas de produire de A à Z un produit fini, même si on est capable de le faire, puisque c'est ce qu'on a fait pour la communauté, mais la vision business vraiment qui va permettre à l'entreprise de devenir mondiale, c'est d'être un ingrédient dans une recette globale faite par des industriels. Donc en fait, comme on va remplacer que une partie de la recette, mais qui est celle qui émet le plus de CO2, qui pose le plus de problèmes à l'industriel, au final, la question du goût ne se posera même pas vraiment parce que c'est un ensemble. Et donc c'est ça qui va permettre à Green Spot de grossir. On nous pose beaucoup la question du sucre, et oui, parce que le but c'est quand même de rester fit. Est-ce que c'est possible de rester fit avec Green Spot? C'est quoi par rapport aux produits classiques? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors sur les produits de la gamme Milatea et notamment les fourrages et pâtes à tartiner, on a formulé pour revendiquer moins 25% en sucre par rapport au standard du marché. Après, ça sera aussi nos clients, clairement, qui eux formuleront leurs produits et qui s'ajusteront. Mais ce qui est sûr, c'est que le positionnement des ingrédients par nature sont très fibreux, que la notion de fermentation est une notion qui devient de plus en plus tendance aussi sur le marché, avec des notions de bien-être derrière. Voilà, concrètement. Merci. Est-ce que les intrants sont bio? Et définissez du coup dans ce cas-là les intrants, parce que même moi j'ai du mal à voir de quoi il s'agit ici. Alors, on a pris le parti initialement de ne pas se focaliser sur le bio, même si on est en cours de démarche pour une certification. Et juste pour répondre quand même à cette question, la févrole n'est pas complètement anodine, c'est une culture qui est assez peu demandeuse en intrants. Et ça fait partie de toute façon de nos étapes de développement que d'identifier quels vont être les résidus qu'on pourrait retrouver sur ces coproduits et de les comparer avec le produit standard associé à ce coproduit pour être sûr qu'on est bien largement sous les limites de résidus. Pourquoi du coup ce choix de ne pas se mettre comme standard du bio de façon générale? Alors au départ, le schéma est assez simple. On veut toucher de la masse, donc il faut du conventionnel. Après, si on veut toucher des consommateurs avec une sensibilité, il faut aussi du bio. Voilà, tout simplement. Oui, là, on retrouve vraiment une philosophie importante aussi de Team for the Planet. Je viens de dire un mot, c'est que nous, notre mission, c'est de décarboner massivement. Donc, tant que le marché, c'est 90% de pas bio, si on veut décarboner massivement, il faut aller taper les 90%. Sinon, on n'y arrivera pas. Si on est bio, on pourrait se dire qu'on va le faire, mais du coup, le problème, c'est qu'on va augmenter les coûts, donc on ne va pas en fait le faire. Et comme le but, ça reste quand même de le faire, du coup, c'est ça qui fait qu'on va se centrer là-dessus. Maintenant, il y a une capacité de Green Spot à créer des produits en entier, donc on pourra quand même se positionner sur le bio, mais c'est pas là qu'on touchera le côté massif dans la décarbonation. Avez-vous une stratégie pour protéger votre savoir-faire face à la concurrence ou êtes-vous dans une logique de partenariat et sous-traitance? So today we have an IP strategy that it compounds 6 patents on different parts of the process. So the process, the applications, equipment, and also the final application. We also have 21 trade secrets, so also covering a great part of what we are doing. And on top of that, I think there is also the idea of doing at a larger scale. That I think is a lot of a very strong part to kind of I don't know, to protect the tech, the scale we are today. There is not a lot of companies that will arrive or will go there very soon.
Donc on a donc 6 brevets, 21 secrets, trade secrets, c'est quoi? C'est secrets industriels. Secrets industriels, voilà, qui sont déjà là. Et ce que tu nous disais, c'est qu'il n'y a pas beaucoup en fait d'entreprises qui ont un patrimoine aussi important de propriété intellectuelle à ce stade de développement, quoi. Il faut aussi noter que la fermentation en base solide est vraiment extrêmement unique. Enfin, c'est vraiment une innovation au niveau mondial de pouvoir le faire et ça a un énorme impact sur la consommation d'énergie de ce type de process et qui fait que notamment il y a cet impact qui est extrêmement faible. Et cette technologie du coup, cette IP pourra potentiellement être même dans le futur valorisée d'un point de vue aussi business. C'est aussi envisageable de par du coup son unicité. Et dernière chose, donc GreenSpot a bénéficié d'un financement européen qui est le plus difficile à obtenir, qui s'appelle l'EIC. C'est vraiment très très rare, c'est un peu le saint graal de la techno. Et ça, c'est possible que parce que on a une technologie qui est vraiment très très différenciante et aussi qui est très bien protégée. Clairement, c'est une preuve tangible. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore atteint 1 million d'euros de chiffre d'affaires déjà, on va faire celle-là. Pourquoi vous n'avez pas encore atteint 1 million de chiffre d'affaires? Because the sales cycles of ingredients in the food industry is quite slow, let's say very long. So usually for a company to be able to sell ingredients, even if it's not a startup, a common company, they take between 9 to 12 months. And us being a startup, probably a bit more. Déjà, pour cette partie-là, donc ce qu'il faut savoir, c'est que les cycles de vente, quand on vend à des gros industriels, et là on ne peut vendre qu'à des gros industriels, c'est 9 à 12 mois quand on est une entreprise déjà établie. Quand on est une start-up, on ne plaît pas énormément aux acheteurs, ça c'est moi qui le rajoute. Mais globalement, c'est quand même forcément un peu plus long encore. GreenSpot est passé en phase de commercialisation il n'y a pas si longtemps que ça. En plus, en fait, on est arrivé sur le chocolat tard. Hein. Là, on parle chocolat parce que maintenant, c'est la réalité. Mais avant ça, on était sur la tomate quand on avait fait, nous, la présentation. Donc, au final, il y a un pipe très important. Ça, c'est moi qui le rajoute aussi. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deals sont en centaines de milliers d'euros à chaque fois. C'est-à-dire quand on signe un client, on peut faire 500 000, voire même 1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel avec un seul client. Donc, c'est pour ça que c'est long. Mais une fois que ça tombe, ça tombe. D'autres précisions? No, I think we were very clear. Parfait. Et peut-être sur un point qui est vraiment intéressant et pour rebondir aussi sur le fait que vous étendez l'usage du chocolat du coup en le remplaçant partiellement, ça a aussi un impact business parce que du coup dans les cycles d'études en interne chez les clients, si vous remplacez 100% du chocolat, vous passez par la case R&D et alors là on tombe sur les cycles de vente qui sont 12, 18, 24 mois. Tandis que si vous êtes seulement remplacé partiellement et vous complétez du coup nutritivement et l'usage du chocolat, là vous passez par les schémas traditionnels. Et les schémas traditionnels, c'est la supply chain, c'est les acheteurs. Et là, c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif. Et ça, c'est aussi un élément qui est important parce que ça accélère la commercialisation. Et on voit justement qu'il y a une très forte accélération sur les derniers mois. That was exactly why we did the hybrid approach, to shorten the timeline for purchases. Quelle est l'empreinte carbone des ingrédients utilisés, empreinte globale à produit fini équivalent, comme sous forme de pépites? Si on prend l'exemple des pépites, alors les pépites, c'est vraiment l'exemple parfait de l'approche hybride. On lance une ACV sur ces hybrides, donc tout ce que je veux dire, c'est des estimations. On estime qu'on sera à peu près 2 fois inférieur à une pépite équivalente. Pourquoi? Parce que déjà, on remplace 50% du cacao par quelque chose qui grosso modo, est 90% inférieur en termes d'empreinte carbone. C'est une estimation qui est probablement une surestimation, parce que concrètement, ça nous ce switch du cacao par notamment de la coque de févrole fermentée nous permet aussi d'utiliser du cacao de meilleure qualité. Et l'impact carbone du cacao est extrêmement dépendant de la façon dont il est produit. Sur la partie matière grasse, c'est un peu le même sujet parce qu'on a aussi une approche hybride sur la partie matière grasse et le beurre de cacao est beaucoup plus impactant que le beurre de karité qu'on utilise en hybride. Et en termes de coût, est-ce que GreenSpot est compétitif par rapport à ce qu'il substitue? L'objectif, c'est d'être équivalent, voire potentiellement moins cher sur des volumes qui sont industriels, en tout cas. Donc là, quand tu dis l'objectif, c'est que pour l'instant, on n'y est pas encore. Pour l'instant, on n'y est pas tout à fait. Ouais. On n'y est pas tout à fait. Sur des volumes industriels, on n'y est pas tout à fait. Sur des volumes, on va dire un peu plus grosses PME, où c'est cohérent par contre par rapport à ce qui existe déjà dans la proposition des chocolatiers.
Au niveau du client, comment est-ce qu'on fait pour rassurer le client final? Donc, quand on dit client final, c'est la personne qui fait ses courses dans le supermarché. Parce que les clients connaissent le cacao, ils ne connaissent pas la févrole. Comment on fait pour le rassurer? Clairement, alors l'approche hybride peut être une stratégie, tout simplement, déjà, pour garder aussi la valorisation et la mise en avant du cacao qui est présent dans la recette. Et ensuite, il y a tout un axe qui est travaillé avec, c'est ce que disait Nina en introduction, hein, on travaille beaucoup avec l'amont de la chaîne, donc avec l'agriculture, avec les coopératives, avec les gens qui nous fournissent ces coques de févrole, qui travaillent énormément sur la valorisation à long terme de la févrole dans le panorama des ingrédients en France. Et l'objectif, c'est de capitaliser sur ce qu'ils font pour faire ensemble une mise en avant de la févrole. Donc concrètement, attendez-vous à avoir de la févrole partout, j'espère, dans les prochaines années, dans les produits alimentaires. On a une question sur le parcours de Nina, la fondatrice. Alors, oui, donc en anglais. Donc, bon, je vais te la poser en anglais. So, can we know a bit more about the CEO's background? Does she have an investment business skills apart from purely agri-food and research knowledge? Donc, quel est ton profil et est-ce que tu as un profil de business et pas juste recherche? So I have a technical background initially. So I did my master in Brazil, my PhD in New Zealand. My PhD was actually the base of GreenSpot technology. So I was studying how to add value to side stream using fermentation. Donc c'est dans ton doctorat que tu as développé les compétences et les connaissances et même avancé la technologie, créé la technologie à ce moment-là. And then after that, when I moved to France, I got a lot of different trainings in business because, as I said, I have a technical background, but I knew that I would never go into academia. So I always had this wish of doing something more than a paper. And for that, I studied quite a lot in terms of different accelerators, different programs of really to get more, to understand more the business side of the startup as well. Donc tu savais que tu n'avais pas envie de faire de la recherche fondamentale, que tu voulais aller plus loin, que tu voulais faire un vrai produit. Donc pour ça, tu es rentré dans des accélérateurs. On peut rajouter aussi que dans toutes les startups Team for the Planet, on a des fondateurs qui sont forcément techniques parce qu'on ne peut pas faire des boîtes comme celle que cherche Team for the Planet sans profil technique. Par exemple, moi, je ne ferai jamais de boîte Team for the Planet. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche des personnes qui vont venir compléter l'équipe. Donc, on a une personne qui est venue pour ça. Peut-être que tu peux en parler. Yeah, so for really the commercial side of the company, we have Domenico Ranucci. He's our DG. And he has a lot of, his formation is in commercialization and sales. So. Voilà, donc on a recruté un DG qui apporte cette compétence commerciale et aussi une très très bonne connaissance du marché. Il peut vous en parler pendant des heures. Et aussi, un point qui est intéressant, c'est qu'il a aussi un très bon background sur les sujets investissement, start-up. Donc, il a une connaissance vraiment très fine à la fois du secteur de GreenSpot, mais aussi du stade de développement et de comment ça se gère, de comment on va lever des fonds, etc. Et ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important pour le futur. Est-ce que vous avez des grands comptes qui ont clairement montré leur intérêt pour le produit, des négociations en cours, des tests de formulation, des productions en série, en test? We do. We are not allowed to say the name of the companies, but we do have products that are under trials, industrial trials at the moment with the large corporates. Ouais, on ne peut pas citer les noms parce que justement c'est en cours, mais effectivement il y a plusieurs très gros deals en cours de discussion avec des tests de formulation qui sont en cours. What I can say is with the coffee chains, with the confectionery industry, so in different kind of segments of the market. Donc notamment sur les coffee chains, les chaînes de café. Et c'est quoi l'autre truc? Confectionnal, c'est les bonbons. Ouais, les confiseries. Merci Ronan. Très bien. Sur la réglementation, pour travailler avec les industriels, il faut passer par une certification FSSC 22000. Quel est votre calendrier à ce sujet? Alors oui, clairement, on est conscient de ça. On a dans l'agenda passé l'ISO 22000 avant la fin d'année, qui sera notre première étape avant de passer la FSSC 22000.
Est-ce que le scale-up de la technologie est compliqué? Le scale-up, ça veut dire faire en sorte que ce qu'on arrive à faire à petite échelle, on puisse le faire à très grande échelle. Alors ça fait partie d'un point singulier de notre approche, c'est qu'en effet on a un scale down, scale up qui est assez simple. Donc ce qu'on est capable de faire à petite échelle, on sera capable de le faire à grande échelle, sous réserve d'avoir déverrouillé ce que l'on a déjà fait, c'est-à-dire le passage à une échelle pilote industrielle. Donc aujourd'hui, pour donner des chiffres, à Carpentras, on est en capacité de produire une grosse centaine de tonnes d'ingrédients, avec une mise en continu, avec le respect des standards qualité qui sont propres à l'agroalimentaire. Donc oui, clairement, aujourd'hui, c'est plutôt assez simple, si je peux dire maintenant. Et ce que Benoît ne vous dit pas, parce qu'il est trop modeste, c'est qu'ils ont vraiment monté une usine ultra maline avec que des pièces déjà existantes, où il n'y a pas besoin d'aller fabriquer des trucs infernaux à l'autre bout du monde qu'on n'est jamais capable de recevoir. Et ça fait en sorte qu'on soit capable tout de suite de produire beaucoup, et on pourra produire de plus en plus assez facilement. Enfin, facilement. Après, c'est moi qui le dis, hein, mais... T'as raison. mais voilà. T'as complètement raison, c'est l'approche. Est-ce que l'eau résiduelle dans ce processus de fermentation solide est réutilisée ou valorisée? À date, non. À date, clairement, non. On a une phase de séchage. Le propre de la fermentation en milieu solide et de toute façon de notre stratégie, pour des raisons de coût, de capacité de production, c'est de limiter au maximum la présence de cette eau. Après, on a en tête de réfléchir à comment on pourrait essayer de valoriser cette eau. Ça fait partie des sujets. Les ingrédients utilisés sont-ils d'origine locale? Origine quasiment intégralement France à date, sur la coque de Févrole. Sur d'autres coproduits qui sont des coproduits très instables, si je peux dire, qui sont assez compliqués en termes de supply chain, on est en ultra local. Donc je prends l'exemple du marc de raisin ou la drèche de pommes ou de tomates, comme tu l'indiquais, Mehdi. Ça, on est vraiment sur un rayon qui est moins de 100 km. Et en dehors de GreenSpot, la Févrole, elle sert quoi sinon? Elle sert à quoi à l'heure actuelle? La Févrole, elle est aujourd'hui très majoritairement utilisée en alimentation animale. L'ordre de grandeur, c'est sur la production en France, c'est, si je dis pas bêtise, 60 à 70% de la production qui part en alimentation animale française. Mais il y a une forte volonté des acteurs de l'agriculture de déployer cette légumineuse pour l'alimentation humaine. Aujourd'hui, la France a principalement investi sur le pois protéagineux. La Févrole fait partie de la diversification des légumineuses. Quelle est l'origine du beurre de karité en lien avec les garanties de disponibilité? Alors le beurre de karité est multi-origine, clairement, parce que là on est dépendant de fournisseurs qui sont des gros fournisseurs. Il n'y a pas 50 fournisseurs de matières grasses de ce type-là dans le monde. Et les garanties, ça va être des labels tout simplement qu'on va demander à nos fournisseurs. Et au niveau de la concurrence, les clients industriels sont-ils déjà sollicités par des concurrents similaires à GreenSpot? On peut citer un exemple qui est j'en citer deux même. La Caroube, qui est une alternative au cacao assez vertueuse, pour être honnête. Mais par contre, qui a une grosse limite, c'est son goût. Énormément de off-notes. Et il y a donc un deuxième exemple assez local aussi, qui est, enfin local pas que, mais qui est les orges maltais, notamment les céréales maltais. Pareil, c'est intéressant, c'est moins vertueux qu'une approche légumineuse évidemment. Par contre, c'est aussi très pour aller chercher des notes cacaotées, l'équilibre entre la off-note et les notes cacaotées est un peu ténu. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de remplacer des proportions telles que l'on cible avec notre coque de Févrole fermentée par ces deux alternatives. Pour donner les ordres de grandeur, nous aujourd'hui, à 5, comme disait Nina, entre 50 et 75% de remplacement, on ne voit pas la diff. Sur une caroube ou des céréales maltais, au-delà de 25, c'est compliqué. Ouais, donc, And that was a external result. Ouais. Ok, effectivement, c'est une grosse différence du coup. Oui. Côté Kinest, Ronan, pour que tu ne t'endormes pas, quels sont les prochains stades de développement visés avec l'investissement? Alors sur GreenSpot, et je pourrais vous laisser aussi compléter si vous voulez parler de votre plan, il y a un gros enjeu sur le développement commercial. On en a parlé, notamment avec le lancement de cette gamme Milatea. Donc là, c'est vraiment commencer à déployer ce produit dans des premiers clients B2B. Et donc, le corollaire, c'est qu'il y a des gros enjeux aussi de recrutement.
Donc là, ça c'est vraiment la brique principale. La montée en charge aussi d'un point de vue industriel. Et bien évidemment, il y a encore des sujets aussi de R&D parce que là, on a parlé beaucoup de chocolat, de cacao, etc. Mais par contre, cette technologie a aussi énormément de potentiel pour pouvoir créer des ingrédients sur d'autres secteurs à très forte valeur ajoutée. On n'en a pas parlé, mais il faut savoir que c'est aussi dans le plan, en tout cas à plus long terme, notamment sur le secteur de la nutraceutique, de la santé, de la cosmétique. Et ça, c'est des secteurs qui sont à très forte valeur ajoutée. Et donc, il y a bien évidemment aussi un effort de R&D à continuer. Quelque chose à préciser là-dessus, Nina? It's perfect. Ok. Si je peux rajouter par rapport à ça, il faut clairement avoir en tête que la fermentation myosolide, l'industrialisation de la fermentation myosolide, c'est un point de verrou de beaucoup de sujets de développement de ce type d'ingrédients. Donc je peux caler dans le sens de Ronan, il y a un potentiel derrière. Ah si, il y a une question qui est arrivée pour Nina. Pourquoi s'être installé en France, en particulier à Carpentras, surtout qu'aujourd'hui, il fait le même temps dans le sud et partout ailleurs en France. Donc pourquoi ce choix? So why France? So I was in New Zealand, and France was a good, I think, country first because there was public incentive for being here. So to build the plant, to build the company, we had French investors initially. So financially, we had French investors, and there was public subsidies for us to work. Donc tu étais en Nouvelle-Zélande et en fait il y avait des grosses incitations des pouvoirs publics français, donc c'est bon à savoir que ça sert à quelque chose, hein, voilà. Donc c'était une bonne terre d'accueil, et puis en plus tu avais des investisseurs privés français déjà, donc c'est bien parce que ça montre à la fois le côté privé et public, donc pour une fois que nous pouvons dire du bien de notre pays, faisons-le. D'autres and the second one was France is in the middle of Europe, which makes sense in terms of market. Ouais, même déjà géographiquement on est au centre de l'Europe, ça risque pas de changer, hein, quoi qu'il arrive, même si quel que soit le résultat des élections, hein, je pense que ça restera comme ça. And the third one was because France is an industrial but agriculture country, so we have the raw materials that we were able to actually use to prove the tech. Donc c'est aussi la puissance agricole, hein, première puissance agricole européenne. Yeah, and I think the French label in food always goes well. Et aussi, voilà, quand on est dans le monde de la nourriture, on est obligatoirement en France, c'est bien connu. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, nous arrivons maintenant à la dernière partie, la plus courte, qui concerne plus le pratico-pratique, parce que c'est bien de dire je veux investir, mais comment on fait concrètement? C'est là que Ronan va vous livrer tous les secrets de la magie de Kinest. Donc, Ronan, je te laisse la parole. Et puis, si vous avez des questions, du coup, pratico-pratiques sur l'investissement ou sur Kinest, à ce moment-là, c'est le moment de les poser. Et puis comme ça, Ronan pourra y répondre. Ronan, je te laisse la parole. Ouais, merci Mehdi. On vous partagera d'ailleurs à la fin de ce live un QR code qui va vous permettre de faire votre réservation ou potentiellement d'augmenter, si vous avez été convaincu par la qualité de ces lives, vos réservations. Donc ça, c'est le point de départ qui va vous permettre de sécuriser votre place pour ces levées de fonds. Donc là, pour préciser, on parle vraiment du site sur lequel vous vous êtes inscrit, et vous pouvez toujours vous inscrire en liste d'attente. Le fait d'être là-dessus ne vous a pas fait investir, hein. C'est vraiment juste parce que vous avez une période de priorité. Pourquoi on fait ça? Parce que comme ça nous permet de faire en sorte que ceux qui veulent vraiment investir, qui veulent être sûrs d'avoir leur place en avance et ne soient pas déçus le jour J, on leur réserve une période de 24 heures où il n'y a que eux qui peuvent investir. Après les 24 heures, on relancera, s'il reste de la place, à tous les actionnaires qui n'étaient pas sur la liste d'attente. Et le fait d'être sur la liste d'attente fait que vous êtes identifié par Kinest, et que aussi on vous a prévenu qu'il fallait créer votre compte en amont, parce que ça nécessite quelques validations, et donc il ne faut pas débarquer le jour J, Exactement. Le café à la main à 9h, parce que là sinon ça va pas le faire. C'est ça. Ça, c'est la deuxième étape. Donc pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé aux premières levées de fonds l'an dernier, vous avez peut-être déjà un compte. Si c'est le cas, je veux dire, vous êtes déjà paré. Il faut simplement potentiellement faire le changement pour bien utiliser l'adresse mail que vous utilisez pour votre compte Team for Planet. Comme ça, on peut bien faire le matching et le parcours sera le plus fluide possible. Et si vous n'avez pas de compte Kinest, vous aurez du coup un lien dans l'email de confirmation de la réservation de vos investissements pour pouvoir aller sur la plateforme, créer votre compte et vérifier votre identité. Ça, c'est vraiment les deux étapes qui sont vraiment importantes pour pouvoir être fin prêt le jour J. Et pour rappel, le jour J, c'est le 28 juillet à 9h, donc c'est un mardi. Et donc, vous aurez 24 heures de priorité si vous avez réservé votre investissement. Et on peut investir dans une ou plusieurs étoiles, c'est ça ?
Tout à fait, vous pouvez investir dans toutes les étoiles si vous le souhaitez ou dans seulement une ou deux d'entre elles. D'un point de vue investissement, vous pouvez investir en tant que personne physique, c'est-à-dire pour vous-même. Vous pouvez investir via votre entreprise ou votre holding patrimonial si vous en avez. D'un point de vue fiscal, on l'a dit, l'investissement PEA est disponible à partir de 2 000 € d'investissement. Pour information, si vous êtes chez Boursorama, Boursobank, c'est 3 000 € la limite. Et du coup, vous avez aussi un avantage fiscal sur l'impôt sur le revenu. Donc, on a eu la question pour Midi Pile, qui a un statut GEI, où là, la réduction est de 30%. Donc, vous investissez 1000, vous avez 300 € de réduction sur votre impôt sur le revenu en 2027. Pour GreenSpot et Entente, c'est deux entreprises qui sont un petit peu plus âgées, qui n'ont plus du coup ce statut de JEI, mais pour lesquelles il y a toujours un avantage fiscal, mais cette fois de 18%. Donc là, pareil, 1000 €, c'est 180 € de réduction d'impôt sur le revenu en 2027. Et point très important que je me permets de rappeler, vous ne pouvez pas cumuler les deux avantages fiscaux, PEA et réduction d'impôt sur le revenu. Il faut choisir celui que vous souhaitez. Et quand tu dis 3 000 € par exemple pour Boursorama sur le PEA, c'est 3 000 € en tout sur les trois entreprises? Non, c'est projet par projet. C'est projet par projet. C'est vraiment à avoir bien. Chaque opération est traitée indépendamment. Alors, qui peut accéder? Est-ce que donc il faut être actionnaire? Est-ce qu'il y a des limites d'investissement en fonction de critères? Oui, tout à fait. Alors, ces levées de fonds sont réservées exclusivement aux actionnaires Team for the Planet. Donc, dans cette logique d'avoir participé collectivement au dérisquage et de pouvoir maintenant investir en direct et tirer un peu les fruits de ce travail collectif. Et j'imagine que si vous êtes présent sur ce live, il y a de grandes chances pour que vous le soyez déjà. Si ce n'est pas le cas, vous contactez les équipes de Team for the Planet pour devenir actionnaire. Et d'un point de vue limitation, il y a une règle qui avait été introduite l'an dernier qui avait été pas forcément appliquée de manière hard parce que voilà, c'était vraiment l'introduction, il fallait initier les gens. Là, cette année, on commence à appliquer ensemble cette règle qui est donc que l'investissement dans chaque entreprise est limité par rapport au montant que vous avez investi en Team for the Planet avec un plancher qui est le ticket minimal de 500 €. Mais vous pouvez toujours faire une réservation sur un montant plus important si dans le formulaire de réservation, vous engagez à racheter des actions Team for the Planet lors de la campagne de fin d'année. Mais 10, tu veux peut-être dire un mot qui est... Non, c'est exactement ça. Peut-être un exemple concret sur l'histoire du plancher. Donc si par exemple j'ai investi 100 € dans Team for the Planet, je peux quand même investir 500 € dans les étoiles. Voilà, quoi qu'il arrive. Et si vous voulez investir 1000 €, il faut que vous engagiez à racheter 900 € d'actions Team for the Planet, du coup pour arriver à ce seuil de 1000. Et il faut bien savoir que ce seuil est applicable projet par projet. C'est-à-dire que si vous avez 1000 actions Team for the Planet, vous pouvez investir 1000 € dans chacune des entreprises de ces trois levées et aussi dans le futur. Eh ben, merci infiniment Ronan, merci à Kinest pour opérer cette levée. C'est beaucoup de travail, donc bravo aussi à vous pour rendre les choses le plus simple possible. Vous êtes disponible pour les questions. Voilà, vraiment, vous avez la possibilité de contacter Kinest pour vous aider si jamais il y a la moindre difficulté. Exactement, l'adresse mail c'est support@kinest.co. N'hésitez pas, on est très réactifs et on a aussi des personnes en interne pour pouvoir vous prendre rendez-vous en direct si vous souhaitez échanger sur les projets, sur l'investissement, sur les sujets fiscaux. J'imagine que vous devez avoir plein de questions, donc surtout n'hésitez pas à nous contacter, on est disponible. Et si par hasard il vous reste encore des questions que vous n'avez pas pu poser, à laquelle on n'a pas pu répondre, vous pouvez nous écrire soit à Kinest, soit à nous directement Team for the Planet en cliquant sur la page contact de Team for the Planet. Envoyez-nous n'importe quelle question, vous aurez une réponse. Merci infiniment à tout le monde. On est content d'avoir pu vous parler en direct. Merci pour la pertinence des questions. Je vous dis donc à très bientôt et donc au 28 à 9h pour lancer cette campagne et donc concrétiser vos investissements. À bientôt. Bonne fin de journée à tous.